Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Bienvenue à cette édition de Pour votre information. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes fait vacciner. Sinon, ce sera bientôt le cas, sans doute. En tout cas, je vous le recommande fortement. Moi, j'y vais dès que mon groupe d'âge peut y être donc admissible, soit dans la trentaine. Si on veut retrouver un semblant de vie normale, je pense que ça passe par la vaccination. Avec un bon menu pour se divertir aujourd'hui. Tout d'abord, avec notre pays de rivières. C'est un livre de Normand Cazelet, géographe de formation, mais aussi auteur, qui nous parlera entre autres de la rivière des Prairies, de la rivière des Mille-Îles, des cours d'eau importants qui ont assuré et qui assurent toujours un développement au territoire lavallois par le passé. Aussi, parlant de Laval et de son développement, c'est un plan de relance économique. Monsieur Stéphane Boyer, qui est maire suppléant, membre aussi du mouvement lavallois, qui sera avec nous. Aussi, on bavardera de mode avec Valérie Laflamme. Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler d'un nouveau film disponible sur vidéo sur demande du nom de Nobody. On aura aussi l'occasion de parler avec un auteur, Jean-Louis Roy, donc avec son titre de son livre, Le Shanghai 2040, et comment bien s'entraîner, s'étirer à la suite de ses entraînements à la maison. Isabelle Dominique-Cros, notre experte fitness aussi, sera avec nous. Passez une très belle émission. Un plan de relance qui avait été dressé l'été dernier, qui était un peu comme, somme toute, provisoire pour la relance donc économique de Laval. Dans ces dernières semaines, c'est une direction un peu plus précise, plus claire de ce plan de relance économique qui nous a été dévoilé par le mouvement donc lavallois, dont il est actuellement le maire suppléant. Il est également conseiller municipal du Vernet-Pontvio. Et puis, il sera candidat à la mairie de novembre prochain. M. Demers ayant déjà dévoilé qu'il ne se représenterait pas. Je suis content d'accueillir M. Stéphane Boyer qui est avec nous. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, M. Trudel. Merci de prendre le temps de nous jaser de cette relance, donc de ce plan de relance économique. Et puis, tout d'abord, allons-y pour vous. Pourquoi cette démarche et comment elle a été effectuée, cette démarche d'ailleurs, pour nous donner ce résultat aujourd'hui de ce plan de relance économique? Comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on avait fait à l'été dernier un premier plan de relance économique qui se voulait surtout une bouée de sauvetage dans l'immédiat pour aider les entreprises, donc un plan d'environ 20 millions. Aujourd'hui, on entreprend une nouvelle démarche qui va toucher à la fois le développement économique, le développement social, la culture et l'environnement. Et l'idée, c'est de se dire, c'est quoi les leçons qu'on veut apprendre de la pandémie? Est-ce qu'il y a des erreurs des apprentissages qu'on a fait de nos erreurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on faisait autrefois qu'on veut faire différemment pour l'avenir? Donc, c'est vraiment, cette fois-ci, là, un plan qui se veut moyen-long terme pour bien positionner Laval pour les années à venir. Oui. Et vous avez dressé, entre autres, une série de recommandations, donc 26 recommandations pour la relance de Laval. Si on y va de façon, parce que là, il a été divisé dans plusieurs aussi champs d'activité. Alors, je vais vous en énumérer quelques-uns, puis vous me dites, par exemple, quelques exemples qui pourraient susciter l'intérêt des entrepreneurs et du citoyen, des citoyennes qui sont à l'écoute actuellement. Par exemple, si on y va dans la section des industries d'avenir, qu'est-ce qui ressort de ces recommandations et du portrait? Oui, donc, un des constats qu'on a fait, c'est que Laval, comme toutes les autres régions au Québec, a été touché économiquement par la pandémie. Il y a eu des pertes d'emplois. On a des restaurateurs, des commerces, entre autres dans le tourisme, qui ont été durement impactés. Mais on est une des régions au Québec qui avons subi le moins gros impact. Et selon certaines études indépendantes, Laval est une des régions qui va se relever le plus vite de la pandémie. Et une des raisons pour laquelle on est bien positionné, c'est parce qu'on a une économie très diversifiée. Donc, par exemple, en parlant d'économie d'avenir, d'industrie d'avenir, pour nous, ça va être important de préserver cette diversité-là et de l'améliorer, de l'agrandir. Et il y a des opportunités à saisir. Donc, par exemple, il y a des secteurs qui ont bénéficié de la crise. Laval, c'est un des plus importants pôles en biotechnologie dans le monde et en Amérique du Nord. On a plusieurs entreprises sur notre territoire dans le monde pharmaceutique. D'ailleurs, la moitié de tous les vaccins développés pour la COVID dans le monde sont testés par une entreprise de Laval.
OK. Et donc, on va chercher, ça a été annoncé cette semaine justement, on va chercher à venir agrandir la Cité de la biotechnologie. Donc, saisir les opportunités qui se restent à nous là, pour s'assurer qu'on ait une industrie moderne, une industrie d'avenir. Ici, on parlait justement du commerce de détail, la restauration, parce qu'évidemment, ayant un secteur résidentiel évidemment très fort développé, donc ces petits commerçants qui l'ont eu aussi difficile, ces entrepreneurs, ces PME également, qui sont aux abords là, de nos quartiers, dont pour vous, justement, dans Duvernay-Pontview, vous avez sûrement été en contact avec des entrepreneurs qui ne l'ont pas eu facile. Alors, quelles sont un peu les solutions qui ont été mises de l'avant pour ceux qui pourraient nous écouter actuellement? Oui, absolument. La situation est difficile pour plusieurs. La façon qu'on veut les aider, il y a une brochette d'actions à prendre. Premièrement, c'est important de comprendre que la Ville n'a pas légalement le pouvoir de subventionner une entreprise, donc de lui donner directement de l'argent. Donc, c'est plus avec de l'accompagnement. Par exemple, un commerce qui veut augmenter ses ventes en ligne, puis qui a besoin d'accompagnement pour avoir une boutique en ligne, va pouvoir recevoir d'accompagnement de la Ville. On a développé également un programme d'achat local qui s'appelle API. Donc, c'est un programme qui incite les gens à acheter dans les commerces participants et de, par la suite, poursuivre à acheter toujours dans le réseau d'entreprises lavalloises. Donc, il y a différentes mesures qu'on va mettre en œuvre et on va aussi aider les commerces à se réinventer. Parce qu'on l'a vu avec la crise, il y a eu une augmentation importante du commerce en ligne. C'est une tendance lourde qui risque de poursuivre même une fois que la pandémie sera finie. Mais les commerces physiques ont toujours leur pertinence. Oui. Mais il va falloir qu'ils soient capables d'offrir une expérience qu'on ne peut pas avoir en ligne. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut les accompagner justement pour se réinventer puis offrir justement quelque chose de distinctif par rapport à ce qu'on va pouvoir acheter via Internet. Ce sera intéressant de voir la suite des choses. Secteur industriel, manufacturier également, je pense que vous avez aussi un plan de match à proposer autant pour, évidemment, parce que les travailleurs, donc les Lavalloises, Lavallois qui travaillent dans ce domaine-là, mais les entrepreneurs aussi, et les grosses entreprises qui sont sur notre secteur. Absolument. On a parlé beaucoup d'achat local avec la crise. Puis l'achat local peut se manifester de plein de façons. Ça peut être dans les fruits et légumes qu'on achète à l'épicerie, qu'on décide de prendre ceux du Québec plutôt que ceux de la Californie. Mais évidemment, ça peut aussi être dans les biens qu'on consomme. Par contre, on reste quand même dans une économie mondialisée où est-ce que les entreprises partout sur la Terre sont en compétition, même si les salaires ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de nos produits viennent de Chine. Et donc, si on veut réellement faire de l'achat local et à être sérieux et le permettre sous toutes ses formes, il va falloir qu'on aide nos industries à être plus compétitives. On va voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos usines réduisent leurs coûts de production. Donc, on va accompagner nos entreprises pour leur offrir, entre autres, des conseils pour tout ce qui est la robotisation, l'automatisation. Ou même, il y a certaines entreprises qui ont dit « Hey, moi, je me suis toujours approvisionné en matières premières auprès justement de la Chine ou aux États-Unis, mais je veux acheter local maintenant. Pouvez-vous m'aider à faire des partenariats avec des entreprises québécoises? » Donc, c'est le genre d'aide et d'appui qu'on va offrir de concert aussi avec la Chambre de commerce de Laval, puisqu'on travaille en partenariat avec eux. Ils ont également un projet en ce sens-là. Donc ça, on espère, ça va pouvoir augmenter l'efficacité des usines et avoir des prix compétitifs pour qu'on puisse acheter éventuellement plus de produits qui viennent du Québec. Et également, on sait, le tourisme également, c'est devenu depuis quelques années aussi, avec la mise en place de plusieurs événements sur le territoire lavallois. Veut pas aussi, on a la Place Belle, pour ne pas la nommer, qui est devenue aussi un attrait, les alentours aussi un attrait maintenant, pour créer des événements, pour rassembler des gens. Je sais que pour l'instant, ce mot « rassembler des gens » n'est pas peut-être dans le vocabulaire du quotidien et applicable pour l'été prochain du moins, mais quand même, dans une relance et dans un avenir rapproché, on le souhaite, on se croise les doigts que ce sera possible. Et comment on entrevoit cette relance du secteur touristique, en plus avec la position géographique de Laval qui est vraiment enviable de partout à travers le Québec, là. Oui. Laval, en termes de tourisme, est dans une position particulière. Les villes de Québec, Montréal, Gatineau ont reçu des enveloppes budgétaires spéciales du gouvernement du Québec parce qu'ils sont des portes d'entrée pour le tourisme international, chose qui est moins le cas avec Laval. Et de l'autre côté, on a vu aussi des régions bénéficier d'un tourisme local régional. Donc, on parlait beaucoup de la Gaspésie l'été dernier, de l'Estrie, de Charlevoix, donc des familles qui voulaient avoir des escapades nature durant la saison estivale.
Laval, évidemment, notre tourisme, c'est pas basé tant que ça sur le camping ou les activités de nature. Donc, on a tombé un petit peu en deux chaises. Et ça va être important pour nous là, de s'assurer qu'on a notre part du gâteau, que le gouvernement met en œuvre des outils appropriés pour aider la région lavalloise au niveau du tourisme. Nous, notre force a toujours été le tourisme d'affaires, le tourisme sportif et souvent les escapades là, familiales pour aller à une activité précise ou ponctuelle. Vous l'avez mentionné, entre autres, la Place Belle ou à des événements précis. Donc, d'un, il va falloir avoir un plan adapté pour la région de Laval et de deux, il va falloir voir aussi comment va évoluer ce tourisme-là. Quand on parle de tourisme d'affaires, est-ce que dans un an, il va toujours avoir autant d'entreprises qui vont envoyer en personne des représentants pour négocier des prix avec des clients ou des fournisseurs? Peut-être pas. Il reste d'avoir beaucoup plus de virtuel. Comment est-ce qu'à ce moment-là, on peut faire pour tirer notre épingle du jeu? Et donc, on compte là, mettre sur pied une équipe de travail avec Tourisme Laval pour réfléchir à ces questions-là, puis s'assurer qu'on ait les bonnes actions là, à mettre en œuvre. Il nous reste moins d'1 minute, M. Boyer. On sait qu'on est dans une année électorale. Vous serez le prochain candidat du mouvement lavallois pour la campagne électorale de l'automne prochain. Ce sera une grosse question. Mais pourquoi les Lavalloises et Lavallois doivent vous faire confiance? Je vous pose la question maintenant. Évidemment, je vais vous la reposer durant la campagne électorale de cet automne, mais vu que c'est tout juste nouveau là, que vous avez été nommé candidat officiellement, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Je vous dirais, ça fait 8 ans que je suis élu à Laval. J'ai occupé à peu près toutes les positions, que ce soit comme conseiller municipal, à l'exécutif, maire par intérim, j'ai siégé à la CMN. Donc, je connais bien les dossiers à la ville. La ville, comme tout autre pays de gouvernement, c'est un gros bateau qui est lent à bouger. Donc, il y a beaucoup de transformations qui prennent du temps, qui prennent des années à mettre en œuvre. Plusieurs d'entre elles sont sur le point d'aboutir. Donc, il y a beaucoup de beaux projets à Laval qui sont sur le point de se concrétiser. Moi, je veux les mener à terme. C'est entre autres pour ça que je me lance. Et l'autre chose, je crois que, particulièrement avec la pandémie, ça va être important de veiller autant à la relance économique, mais aussi au développement social. Ouais. Il y a des études qui le démontrent. Les crises ont tendance à accentuer les inégalités sociales. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, qui tient à cœur et qui va falloir assurément que soit mis de l'avant là, dans les années à venir. Oui, l'économie sociale qui est très importante, effectivement, développement durable également. Ce seront des sujets auxquels vous serez sûrement appelés à commenter, à dévoiler le programme également de manière plus étoffée là, pour ce qui est du mouvement lavallois. Monsieur Stéphane Boyer, maire suppléant et bien sûr conseiller municipal de Duvernay-Pontview. Merci de nous avoir parlé, puis j'ai hâte de vous reparler en pleine campagne électorale. Merci à vous, au plaisir. Merci. Notre prochain invité a été délégué général du Québec à Paris, également à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs autres titres importants, mais également auteur s'ajoute pour lui. Très content de bavarder donc de son roman Shanghai 2040. Monsieur Jean-Louis Roy qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. Merci de prendre le temps de bavarder avec nous de votre roman. Justement, et quelle est la part de réalité, de fiction dans votre livre? Parce que je vois que vous avez un parcours aussi en politique internationale et vous connaissez bien l'Asie aussi, là. Ben, écoutez, il y a une grande partie de fiction. C'est un livre sur la vie d'une femme qui est Wei Shu. Une femme, comme toutes les femmes du monde, qui est petite, on la voit dans le village, ses grands-parents, son éducation, elle devient fonctionnaire, elle s'intéresse à la politique. Finalement, elle fait une carrière politique. Tout ça, c'est inventé. Oui. Et puis, elle est en Chine. Donc, le cadre politique dans lequel elle va exercer, va devenir présidente même de la Chine, ce n'est pas rien. Ça, ce n'est pas inventé. La Chine est la Chine, il y a 26 grandes provinces, il y a 1,3 milliard d'habitants, il y a le Parti communiste, il y a le plus grand pays, le plus pauvre du monde, qui en 35 ans est devenu le compétiteur des États-Unis d'Amérique. Un immense changement, un immense succès. Oui. Est-ce que le parcours qu'a justement Wei Shu, qu'on suit à travers donc ses études, donc ses amours, son entrée, son ascension en politique et autres, est-ce que c'est idéaliste de croire qu'un jour ça pourrait arriver que la condition féminine et que la Chine fasse plus de place pour les femmes dans la politique en général? Non, je pense que c'est tout à fait possible. S'il y a une région du monde où les femmes ont gouverné, c'est l'Asie. Vous avez eu en Inde une femme qui était présidente de l'Inde, c'est pas rien, l'autre premier ministre. En Corée, 2 présidentes. Au Bangladesh, 2 présidentes. En Indonésie,
une présidente en Birmanie, aux Philippines, 2 présidentes. Les femmes en Asie ont occupé les premières fonctions. Et en Chine, il y a eu, jusqu'en 1912, des femmes qui étaient au pouvoir. La dernière impératrice de Chine, qui a été 35 ans au pouvoir, a quitté le pouvoir en 1910-1912, dans ces eaux-là. Donc, une place pour les femmes en Asie, c'est sûr. On le souhaite, parce que plus qu'en Occident. Oui. Et en Chine aussi. Justement, c'est ce qu'on souhaite, bien entendu. Mais quand même, est-ce que pour vous, cette idée, cette histoire, cette intrigue vous est venue, par exemple, d'un certain mouvement mondial depuis quelques années, c'est-à-dire de revenir à une société, de souhaiter, évidemment, mais aussi plusieurs avancées pour les femmes, dont ici au Québec. Puis aussi, veut pas, il y a eu l'événement #MeToo, il y a eu plusieurs événements pour tenter de mettre fin aux violences envers les femmes, de les favoriser, de pouvoir leur permettre aussi d'accéder à des postes de pouvoir et à l'éducation aussi. Est-ce que pour vous, cette histoire-là est venue un peu, et disons que c'est venu renforcer votre intérêt de coucher sur papier cette histoire-là? Écoutez, il y a 75 ans, plus ou moins, on ne parlait pas de cette question-là. On en parle aujourd'hui partout dans le monde. Il n'y a pas de pays qui font exception. Oui, on voit maintenant dans le roman, une femme, présidente de la Chine, donc l'homme le plus puissant du monde, peut-être en quelque sorte, c'est une femme avec des réflexes qui ne sont pas tout à fait ceux d'un homme qui soit président de la Chine. Ça fait partie certainement de l'idée du livre de consacrer la place des femmes en politique. Et si on parlait un peu aussi de ce pays qui, je crois, on ne le connaît pas vraiment, ou du moins on ne le dépeint pas ici du côté du point de vue de l'Amérique du Nord et je vais le dire du Québec, vraiment de belle façon. Je parle de la Chine, bien sûr. Et est-ce que justement, qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce que je trouve que votre livre nous permet aussi de mieux le connaître sous d'angles nouveaux. Qu'on ne sous-estime peut-être pas ici, en fait qu'on ne pense pas ici au Québec et en Amérique du Nord. Qu'est-ce que les gens doivent savoir sur la Chine, par exemple, de positif? Parce que j'ai l'impression qu'on y va toujours de côté négatif de ce pays. Ben, écoutez, je vais le dire, c'est extraordinaire. Le plus grand pays, le plus pauvre du monde, est devenu la 2e puissance économique et demain, peut-être, donc il faut s'y intéresser. Moi, j'ai essayé d'écrire un livre en me disant « Et si j'étais chinois? Qu'est-ce que j'aurais comme référence ?» par rapport à l'histoire, par rapport à la philosophie, par rapport à l'économie, par rapport à la conception du monde, à la vue du monde. Quel est leur point de vue? Il faut leur prendre en compte leur point de vue. Alors, ils sont 1,3 milliard. Ils vont être la première puissance mondiale dans 15 ans peut-être. Alors, il faut les connaître mieux. Et tant mieux, je suis content de ce que vous dites, tant mieux si le livre permet de connaître un peu plus leurs habitudes, leurs coutumes, la façon dont ils célèbrent des anniversaires, des décès, des fêtes, etc., la façon dont ils voient le reste du monde, la façon dont ils se voient eux-mêmes. Et puis, nous, on a toute une longue tradition intellectuelle, les Grecs, les Romains, la philosophie, etc. Même les Français. Ils en ont une autre qui n'a rien à voir, mais qui est solide et qui a eu un impact énorme sur des centaines de millions de vies dans l'histoire. Oui, parce que il faut s'y intéresser. Ben oui, puis c'est parce que aussi, malheureusement, au cours de la dernière année, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de montées de racisme envers les Chinois. Vous en avez entendu parler. On n'a qu'à scruter les grands titres des journaux ou de toute forme d'information, des gens qui sont d'origine chinoise, des Québécois pur laine et qui se font invectiver dans la rue, des gestes gratuits comme ceux-là. Donc, je trouve ça important aussi de ramener, comme ce que vous disiez dans les dernières secondes, leur côté innovateur, leur rapport qu'ils ont eu à la collectivité aussi, qu'ils ont toujours aussi à la collectivité. Là. Absolument. Et que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la science, on va se trouver devant eux. Ils sont au premier poste un peu partout maintenant, dans ces différents domaines-là, aussi bien savoir à quoi ils pensent, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils rêvent, quels sont leurs rêves. Nous, on a des rêves. Au Québec, on a des rêves de tout le monde parle français. On a des rêves de souveraineté pour certains. De niveau de vie pour tout le monde, de qualité de vie pour tout le monde, des rêves dans la question d'environnement. Quels sont les rêves des Chinois?
aujourd'hui. Le livre parle un peu de ça. Oui. Et je trouve ça très intéressant. Évidemment, la réponse, ce sera aux gens de la trouver. Et souhaitons que ce soit avant 2040 qu'on puisse, qu'on puisse avoir une femme à la tête de la Chine et qu'effectivement, qu'on ait une meilleure compréhension. Donc, peut-être un peu grâce à votre livre, vous faites œuvre utile. Je ne sais pas si c'était un but, mais moi, j'y reviens avec ça parce que j'ai trouvé que c'était une excellente occasion de pouvoir donc en connaître davantage sur la Chine. Monsieur Jean-Louis Roy, merci beaucoup de nous avoir parlé. Évidemment, j'invite les gens à découvrir votre livre, Shanghai 2040, et on se dit à très bientôt, pourquoi pas, sur une suite ou un autre livre. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir d'être avec vous. Merci. Je suis très content de parler de ce livre, donc, du nom d'un pays de rivières, parce qu'évidemment, vous le voyez sur le territoire lavallois, et si on remonte un peu le cours de l'histoire de l'île Jésus, évidemment, les premiers colons se sont bâtis le long soit de la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, bref, des cours d'eau importants. Il y en a plusieurs, des tonnes ici au Québec, on le sait, des lacs, des rivières, le fleuve Saint-Laurent qui en est un autre. Et il est auteur justement de ce livre-là, Normand Cazelet, donc Un pays de rivières. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci de l'invitation. Grand plaisir. Je me fais plaisir d'ailleurs en vous accueillant aujourd'hui et en parlant de ce sujet-là. Vous aimez la géographie, probablement. J'adore la géographie. L'histoire, c'était mes matières préférées du côté du primaire et du secondaire. Fait que j'ai choisi. Alors, c'est sûr qu'un livre comme le vôtre, complet comme le vôtre d'ailleurs, m'est vraiment intéressant. Et pourquoi d'ailleurs avoir fait tout d'abord un livre sur les rivières du Québec? Parce que ça fait partie de l'ADN du Québec. Avec l'hiver, oui, il est difficile de définir le Québec autrement que par ses rivières. Quand les explorateurs venus d'Europe sont arrivés, ils ont pénétré le continent et donc ce qui est devenu le Canada par le Saint-Laurent et aussi par ses nombreux affluents. Le Québec est socialement, économiquement, culturellement est construit autour de ces axes de ces cours d'eau qui ont façonné toute sa personnalité. Et ce qui fait que le Québec est un pays de rivières et que nous sommes un peuple de rivières. Tout à fait. C'est juste notre langage quotidien marqué par cet héritage. On ne descend pas d'une voiture, on ne monte pas dans une voiture. On débarque, on embarque. Parce que pendant longtemps, le moyen de circulation privilégié était l'embarcation. Les gens allaient sur le fleuve, sur les rivières. Le premier rang dans nos campagnes, c'était pas un chemin voilier, c'était pas une route, c'était de la rivière. La rivière, exactement. Puis on disait on monte ou on descend la rivière. C'était l'équivalent dans le phrasé des premiers colons. Et évidemment, les premiers échanges avec les Premières Nations, les Autochtones, se sont faits grâce aux rivières aussi, on le sait. Et comment vous avez sélectionné? Parce qu'évidemment, il y a des tonnes de rivières au Québec, il y en a des milliers. Et comment avoir sélectionné certaines rivières, comme la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, qui passent sur le territoire lavallois, bien sûr? Bien, à la fois en fonction de leurs caractéristiques physiques. Il y a des rivières, on ne peut pas passer à côté. L'Outaouais, c'est une rivière immense. Le Saint-Maurice, que vous connaissez bien, à ce que je sache, aussi est une rivière importante en termes de débit, de longueur et tout. Mais aussi, il y a des rivières qui ont joué un rôle important dans l'organisation du territoire, dans l'histoire. Et les rivières des Mille-Îles et des Prairies, c'est deux rivières qui ont été peuplées dès les origines et qui ont joué un rôle fondamental dans l'organisation du pays. Alors, même si elles ne sont pas si longues, même si elles n'ont pas, quoique la rivière des Prairies a un débit plus important que la rivière des Mille-Îles, elles méritent qu'on s'y attarde et qu'on en parle, d'autant plus qu'elles sont aujourd'hui en plein milieu d'une population importante. Millionnaire. Hein? Oui, exactement. Puis elles ont encore leur place pour veux pas quand même, pour l'économie aussi de ces régions qui justement l'abordent et tout ça concernant évidemment la ville de Laval. Mais qu'est-ce qui rapproche, disons, autant la rivière des Prairies des Mille-Îles, la rivière Saint-Maurice qui est en Mauricie dans le coin de Trois-Rivières, que la rivière des Outaouais, qu'est-ce qui rapproche toutes ces rivières-là? Y a-t-il un point de rapprochement quand même? Bien,
elles ont permis d'occuper le pays. Ça, c'est la première des choses. Oui. Parce que les gens qui sont arrivés ici ont appris des Indiens rapidement que les rivières étaient des chemins qui marchent. Tu mets un canot dessus, tu n'as pas besoin d'avoir une très grosse embarcation, mais tu mets une embarcation sur ce cours d'eau et tu peux aller loin, très loin. Et même s'il y a des réseaux, des chutes ou des rapides à un moment donné, tu peux faire un portage, passer à côté et aller encore plus loin. Alors, ainsi, les gens sont remontés jusqu'à la mer du Son, jusqu'à la baie de James. On a occupé le pays grâce aux rivières. Et chaque rivière, chaque vallée a développé sa personnalité. Les gens qui vivent dans le Saint-Maurice, c'est pas des Beaucerons. Et parlez pas à un gars de la Lièvre que sa rivière ressemble à Châteauguay. Non. Chaque rivière a sa personnalité, a sa structure, sa géographie et son histoire. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai mis dans ce livre un certain nombre d'anecdotes et d'éléments de diverses natures pour montrer à quel point c'est varié, mais que toutes ces rivières, dans leur diversité, participent à peu près de la même façon, ont participé aussi à l'édification d'un pays. Oui. Bien, on le sait avec l'histoire de l'île Jésus, ici à Laval, la rivière des Prairies, d'Émile-Île, il y avait ce qu'on appelait les cageux. Oui, à la Barre-à-Plouf. Oui, exactement. Vous connaissez ça d'ailleurs, hein? Oui, j'en parle dans le livre. Exact. Parce que les cages, les cageux, ça vient du mot cage. C'était des radeaux qui étaient constitués de bois assemblés. Et ces bois-là, c'était des grands pins blancs qui étaient coupés dans l'Outaouais, puis on les amenait vers Québec pour participer à la fabrication navale. Ouais. Ou bien à Québec, ou bien en Angleterre. Alors, quand il y avait des rapides, comme les rapides qu'on appelle aujourd'hui Laval des Rapides, on démantelait les radeaux, on faisait passer les billes comme ça. Après, l'autre bord du rapide, on les rassemblait à nouveau, on continuait. Mais la Barre-à-Plouf, ça a été pendant longtemps la terre des ploufs. C'est ça qu'on appelle ça, la Barre-à-Plouf. Exactement. Une série de capsules, d'ailleurs, qu'on a réalisées ici qui le relatent de cette histoire-là importante et imposante de la ville de Laval, bien sûr, de l'île Jésus. Et avant de se quitter, M. Cazelet, l'état de nos rivières maintenant. Je me permets de vous le demander. Que pensez-vous, vous qui les connaissez, qui les avez arpentés, l'état de nos rivières maintenant, avec l'activité humaine nombreuse depuis quelques siècles chez nous, que pensez-vous de l'état de nos rivières maintenant? Mais il y a de l'espoir maintenant, parce qu'on a pris et on commence à prendre de plus en plus de moyens d'agir sur nos rivières. Parce que, vous savez, l'eau au Québec, c'est pas ça qui manque. Les rivières, comme vous l'avez souligné en introduction, c'est pas ça qui manque non plus. À un moment donné, on s'est détourné de nos rivières. On jetait des détritus dans la rivière. Comme on dit en bon vieux français, c'était des dômes à ciel ouvert. Et on s'en détournait. Tout d'un coup, on s'est aperçu que les rivières étaient importantes, non seulement pour nous, mais pour la vie en général, et que c'est beau, et ça fait partie de notre univers. Alors là, de plus en plus, les municipalités, les gouvernements supérieurs s'en sont occupés, les citoyens, les organismes. Et c'est pourquoi aussi j'ai consacré mon dernier chapitre de ce livre à l'action du regroupement des organisations de bassin du Québec qui coordonne des actions pour justement améliorer nos interventions sur les rivières, les dépolluer, améliorer les pratiques sur les berges, etc. Faire la sensibilisation de la prévention également. Monsieur Cazelet, merci beaucoup de nous avoir parlé. Évidemment, on sait que vous êtes un amant du Québec. Vous avez fait plusieurs livres en ce sens, dont Un pays de rivières. Merci beaucoup de nous avoir parlé à nouveau. Je vous remercie de l'invitation. Au revoir. C'est notre experte fitness ici pour votre information. Évidemment, vous pouvez la trouver sur nos ondes également. Rattraper ces capsules 2 temps 3 mouvements sur notre site internet le tvrl.ca, sur la chaîne YouTube également de TV Laval. Très content de parler avec Isabelle Dominique-Cros. Salut, ma chère. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Et content de renouer avec toi. Puis on avait parlé un petit peu la semaine dernière. Tu sais, je te disais, lorsque j'ai couru...
comment on doit se comporter? Est-ce qu'on doit s'étirer avant, après? Et c'est ce que notamment tu voulais donc aborder cette semaine. Donc, important de comprendre d'emblée qu'on doit s'étirer après notre entraînement. Oui, qu'on doit s'étirer après. Puis je dirais, au-delà même de savoir quand le faire, faut le faire. Ouais. Et c'est un peu le sujet que je voulais introduire, amener aujourd'hui parce que ben, on est tous occupés, c'est vrai. Pandémie, pas pandémie, on a tous juste 24 heures par jour. On est quand même, pour la plupart, débordés. Et puis, souvent, ce qu'on fait quand on a peu de temps, c'est on tasse la partie étirement. On se dit, je vais le faire demain. Je vais le faire plus tard cette semaine. Puis après ça, ben, les années passent et ben, la mobilité, elle n'est pas nécessairement là, ou on se blesse puis on est pris par surprise, alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'on aurait dû prendre soin de ça, de cet aspect-là de l'entraînement. Et par exemple, est-ce que les étirements doivent être adaptés avec ce qu'on fait? Je t'explique. Je cours, j'ai quelques étirements qui sont rattachés à ça. Je fais du vélo, par exemple. Je dois m'étirer de telle façon, ou je fais du crossfit, je dois m'étirer de telle façon à la suite de ces exercices respectifs-là. Est-ce que c'est ça? Oui. Bien, en fait, on veut toujours étirer ce qu'on a travaillé. Alors, pour répondre à ta question, généralement, si tu fais un entraînement plus bas du corps, tu as parlé de vélo, tu as parlé de jogging, on doit étirer le devant de la cuisse, l'arrière de la cuisse, le mollet. Donc, pensez toujours stratégiquement, qu'est-ce que mon corps a fait? Et après ça, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller étirer? Mais ta question est pertinente parce que, effectivement, si tu n'as pas travaillé le haut du corps, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on assouplit cette partie-là? La réponse, c'est oui, c'est bon de le faire, mais on priorise, on commence par s'occuper des muscles qu'on a vraiment impliqués. Puis après, si, par exemple, toi, tu complétais ton entraînement, tu sais, tu as dit, des fois, tu le fais, tu fais quelques exercices post-entraînement. Ouais. D'endurance musculaire. Si, je ne sais pas, tu as fait tes pompes et là, tu dis, OK, je vais non seulement étirer le bas du corps, mais je vais également étirer haut du corps, abdos, dos. Super. Fait que je pense qu'il faut juste être stratégique en termes de temps. Tu sais, toi, tu disais que la semaine, tu fais des séances d'entraînement, donc des séances de jogging un petit peu plus courtes à cause de ton horaire. Exact, j'ai moins de temps, donc les distances sont un petit peu moins longues. Je fais des 6-7 km et le week-end, plus des 10-12 km finalement. C'est ça, donc il faut voir si, est-ce que ça serait stratégique pour toi d'aller rentrer quelques étirements tout de suite après ces séances-là qui sont déjà un petit peu plus courtes, ou à l'inverse, quand tu as du temps la fin de semaine, t'en profites puis tu rajoutes un 5 minutes de plus d'étirement parce que de toute façon, tu as un petit peu plus de temps la fin de semaine. Fait que c'est de voir un peu. Ouais. Et les avantages pour le corps, mais aussi la durée de temps qu'on doit s'étirer. Est-ce que c'est 10, 15, 20 minutes? Est-ce que ça va aussi en fonction? Je sais que je pose beaucoup de questions dans une, ça c'est ma marque de commerce, mais... Mais est-ce que c'est... Je regarde mon caméraman Daniel qui a l'air d'accord. Mais est-ce que c'est aussi le nombre de temps? Je t'explique. Si on a fait 10 km, on s'étire plus longtemps aussi. Non, pas forcément. OK. Pas forcément. Ce qu'on souhaite, c'est allonger suffisamment la région musculaire pour qu'elle bénéficie d'un étirement. Donc, à ta réponse, en fait, c'est vraiment entre 30 et 60 secondes, ce qui est recommandé au niveau des étirements. Puis, ça, c'est pas des chiffres que je sors de ma personne. C'est souvent, j'y réfère, c'est le tableau FIT, F-I-T. On s'est perdu un petit peu. Ce tableau-là, on va, par magie, l'ajouter dans la capsule, dans notre chronique. Mais c'est juste pour te dire, c'est pas des choses que j'invente. Moi, je partage les bonnes nouvelles avec toi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si long que ça. Hein? Une séance d'étirement, on n'a pas besoin d'aller faire une heure de yoga, ce qui est très, très bon, d'ailleurs. Mais, tu sais, si on se contente de 30 à 60 secondes d'étirement, les grandes masses musculaires, ou du moins celles qu'on a ciblées, bien, on a déjà ça de plus de gagner. Maintenant, si on est capable de le faire, parce que c'est recommandé de le faire quand même quelques fois dans la semaine. Si en plus, par exemple, on prend toi comme exemple, si tu pouvais faire peut-être un petit yoga express additionnel dans ton horaire, ben ça serait bénéfique parce que ça t'amène plus loin au niveau de ta souplesse. Ça prend, tu sais, quand on fait ces exercices-là, c'est zen, on se concentre sur notre respiration, on est dans le moment, ça nous aide à calmer notre stress, hein, puis on le vit tous, ce stress-là. Pandémie, pas pandémie, on est stressé, on est une gang de stressés. Alors voilà, fait que 30 à 60 secondes, idéalement plus qu'une fois par segment, par groupe musculaire, mais c'est pas si mal non plus, tu sais. Et question qui va te paraître bien niaiseuse, mais au pire, c'est une niaiseuse, je m'assume tellement. Est-ce qu'il y a... exemple, je vais prendre un exemple. Je viens de courir mon 10 km.
si j'attends 20-30 minutes plus tard, donc plus on attend plus tard après avoir fait notre effort physique, est-ce que ça va diminuer les effets bénéfiques de notre étirement, compte tenu qu'on va, notre respiration, notre pouls va être un petit peu revenu à la normale, en quelque sorte. Donc, non, mais excellente question. Ouais. Excellente question, Alex. Puis, en fait, tu n'es jamais niaiseux. Merci. Mais c'est une excellente question. Puis, je te dis pourquoi. Parce que la science change. Puis, il y a longtemps, on aurait pensé que non. Tu sais, que le moment était perdu si on ne faisait pas les étirements tout de suite après. Parce qu'effectivement, quand le muscle est chaud, c'est bon à ce moment-là de l'étirer parce qu'il est prêt pour ça. Mais les recherches nouvelles démontrent que si tu as fait ton workout, tu vas prendre un café, tu flânes un peu, tu reviens, tu peux quand même t'étirer. Les muscles sont encore dans un état dans lequel tu peux les allonger sans pour autant là, gâcher l'effet escompté. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que fut un temps où on pouvait s'entraîner dans les gyms. Lorsqu'on s'entraînait dans les gyms, ben des fois, tu sais, on voulait pas prendre une douche sur place, on rentre à la maison, on fait des petits. C'est comme, ben fallait quand même tes étirements, tu as la chance de le faire. Donc, tu peux le faire jusqu'à quelques heures, je pense, si je me trompe pas, quand même. après post-entraînement, oui. Fait que c'est encore une meilleure chose pour ceux qui ont tendance justement à repousser, puis finalement à dire « Ah, ça ira demain. » Oui, ça donne moins limite d'arguments. les excuses aussi parce qu'on se dit « Ah, ben tu sais, j'ai pas pu le faire tout de suite après. » OK, ben oui, mais fais-les maintenant. C'est toujours ça, hein, saisir l'occasion. Exactement. Et là, évidemment, tu m'as mentionné aussi dans notre plan de chronique d'aujourd'hui cette citation « Don't sacrifice what you want most for what you want now ». Oui, on est, tu sais, on vit dans une société où on a la chance d'avoir ce qu'on veut très rapidement. Tu sais, par le passé, les gens devaient économiser, avoir de l'argent déjà pour pouvoir acheter quelque chose. Nous, avec nos cartes, avec tu sais, maintenant, on peut payer par mois pour toutes sortes de trucs. Et c'est juste se rappeler que peut-être que là, j'ai pas envie de le faire, mais demain, je vais être très contente, tu sais, de faire cette période d'étirement-là. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, même si c'est loin, bien, je vais être très reconnaissante d'avoir pris soin de moi parce que, tu sais, c'est pas rien, hein? Quand on est plus souple, on est plus mobile, on se sent plus libre. Ça, c'est précieux dans la vie. Et la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Exact. Alors, pourquoi négliger une partie si importante quand même de l'entraînement si on n'en a pas envie dans l'immédiat? 5 minutes, c'est vite passé, puis après ça, on passe à autre chose. Exact. Et moi, je vous dis, les gens à l'écoute, adopter la doctrine Isabelle Dominique Cros. C'est devenu la chef de ma secte d'entraînement. Pour vrai, parce que depuis que tu m'as dit les étirements d'après-course, tu m'avais dit de faire des redressements assis, faire des push-ups, des pompes. Pour vrai, je vois vraiment, lorsque je me réentraîne le lendemain, je vois vraiment les bénéfices. J'ai moins de raideur dans les jambes. J'ai beaucoup plus d'aisance à partir ma course, mon rythme. Oui. Alors, je trouve ça très intéressant ce que tu nous as parlé aujourd'hui. Alors, évidemment, on te trouve sur tes plateformes. Tout est inscrit au bas de l'écran et également le tableau FIT aussi que tu nous as parlé. Oui. Alors, grand plaisir. Merci de nous avoir parlé, Isabelle Dominique Cros. Toujours un grand plaisir. Merci infiniment, Alex. Évidemment, c'est toujours de cinéma qu'on parle parce qu'il est un expert du cinéma lorsqu'il vient nous rendre visite sur le plateau. Nicolas Vincent Poirier, salut. Salut, Alex. Avant d'ouvrir le bal sur notre sujet de conversation du film Nobody, actuellement disponible sur vidéo sur demande, c'était les Oscars hein, la semaine dernière. Ça a été Nomadland qui a été consacré meilleur film, Frances McDormand qui en était aussi à son 3e Oscar quand même. Elle qui, en termes de choix artistique, fait toujours les choses aussi à sa façon. Tu te rappelles d'elle dans, entre autres, Fargo qui est c'est un exemple d'un film atypique avec les frères Coen et cinéastes. Elle est mariée justement à des frères Coen, donc évidemment que ensemble ils sont capables de très bien choisir leur projet, disons, parce que mettons que ces trois-là, disons, chacun de leurs projets, c'est tellement particulier, hors du commun par rapport aux tendances à Hollywood, donc elle mérite amplement son Oscar. Oui, puis surtout, allez voir le film Nomadland sur Disney+, entre autres, la plateforme, c'est possible de pouvoir comprendre l'excellence de ce film-là qui a été salué au cours des derniers jours, évidemment, avec plusieurs autres aussi, qui auront rapporté des Oscars. On saura y revenir dans une future chronique, mais on s'attarde à Nobody, et ce film-là,
si vous aimez John Wick, je pense qu'on va aimer le film Nobody. Ah oui, moi j'ai aimé John Wick, j'ai adoré John Wick et j'ai adoré ce film-là. Ah, c'est tellement bon. Et pour pas trop embarquer dans les détails, parce que bon, moi j'avais vu même une partie de la bande-annonce, même pas toute la bande-annonce, et j'ai été surpris à certains moments. Bon, tu comprends ce que je veux Oui, dire? je comprends. J'ai vu le film, aussi, exactement. Je ne vais pas trop en dire, là, mais quand même. John Wick, bon, c'est le gars qui reçoit son chien, un petit chien que sa femme lui a envoyé avant de mourir, et le chien se fait tuer, il part après les méchants, il les tue tous. Dans ce cas-ci, Nobody... Ah non, j'ai spoilé. T'as spoilé John Wick. un film? J'ai spoilé John 3 Wick. films! Ah! Nobody, c'est un petit peu le même pattern, mais tout le monde est vivant. Il n'y a pas de petit chien. Alors, le personnage de Hutch Manson, interprété par Bob Odenkirk, c'est un père de famille. Il a une vie très banale dans sa maison de banlieue. Et au début, on le voit que ses journées sont... C'est du pareil au même, c'est répétitif. Il oublie de mettre les déchets. C'est toujours la même chose, toujours la même journée. Et bien, tout va changer lorsqu'il va avoir... il va se faire cambrioler à domicile pendant la nuit chez lui. Donc, ça va un peu je ne veux pas dire le traumatiser, mais ça va le faire, ça va le faire changer lentement et son passé va revenir le rechercher parce que, évidemment, un peu comme John Wick, on pense que c'est un simple personne normale en banlieue puis mène sa petite vie, mais non. Mais non, il a un passé beaucoup plus violent et on va le découvrir. Et ce que j'ai adoré de ce film-là, autant si on prend John Wick, bon, il se tire dessus tout le temps. Dans ce cas-ci, c'est vraiment Bob Odenkirk qui n'est pas du tout connu pour un acteur de film d'action que Better Call Saul puis Breaking Bad. Ben, c'est là où je m'en allais te dire, c'est qu'il est aussi porté par le fait que c'est peut-être pas un personnage, ou en fait, du moins plutôt un comédien aussi populaire que Keanu Reeves, par exemple, qui a une longue feuille de route cinématographique. Donc, je trouve que porté par ce comédien-là, Bob Odenkirk, l'intérêt, tu tombes sur ce film-là et c'est une belle surprise. Pour ceux qui vont tomber, c'est pas mettons, on n'a pas de curiosité pour dire, OK, c'est Keanu Reeves, par exemple, je vais écouter John Wick, je vais regarder ce que ça a l'air. On n'a pas cette même curiosité-là, mais lorsqu'on regarde le film, on reste captif. Bien, tout à fait. Mais là, on se dit, c'est Saul Goodman de Breaking Bad. Tu sais, ça marche pas. C'est que Bob Odenkirk, avant, il a commencé en écrivant pour Saturday Night Live. Bon, il a fait un petit stand-up. Donc, c'est pas un gars du tout, surtout pas à la fin cinquantaine. Tu te réveilles pas à la fin cinquantaine, je vais devenir une star de film d'action. Et lui, ça fait 2 ans qu'il s'entraîne pour se préparer à ce film-là. Une des meilleures scènes du film, à mon avis, c'est une scène dans un autobus. Oui. Où il casse la gueule à peu près à tous les méchants dans l'autobus, puis il y en a plusieurs. C'est ça. Et ça dure assez longtemps quand même. Et c'était sa première scène d'action. Et lui, pendant 2 ans de temps, là, il faisait juste comme... Il s'entraînait puis il se pratiquait pour ce rôle-là. Et parlant de scènes d'action, parce qu'évidemment, c'est un film d'action, on va se le dire comme ça, ça a un rythme incessant. Ah, c'est incroyable. J'étais sur le bout de mon siège toujours. Sais-tu qu'est-ce qui aide? C'est que le scénariste, c'est le même que John Wick. Mais aussi le réalisateur qui s'appelle... Ilya Naishula, je prononce très très mal son nom. Je suis désolé s'il nous écoute. C'est le réalisateur de Hardcore Henry en 2015, le film d'action que tu as le point de vue du personnage principal et ça n'arrête pas. Là, on dirait que c'est filmé avec une GoPro tout le long. Donc, ces deux-là, ce scénariste-là et ce réalisateur-là, ensemble, je veux dire, font des miracles et... Nobody en est la preuve. Tout petit budget, 38 millions, à peu près le même que John Wick. Mais c'est un genre de film qui nous fait tellement du bien, là. C'est tellement bénéfique dans ce côté de pandémie. Là. Si vous avez des fois des journées un peu de colère qui est en vous, là, ça c'est libérateur ce film-là. Et que dire de Christopher Lloyd, évidemment, qu'on voyait comme Doc dans Back to the Future, dans Le Retour vers le futur, qui est incroyable dans ce film-là. Il est très bon. Il joue le père du personnage principal. Et John Wick, justement, bon, Keanu Reeves, il prend ses guns puis il n'arrête pas de tirer tout le long du film. Tandis que Nobody, c'est vraiment, il casse des gueules. C'est un mix d'un peu ce que John Wick fait, mais beaucoup plus. Je reviens à la scène dans l'autobus.
mais que c'est bien Et c'est fait. dès le début, là, tu sais, vraiment... Dans la première demi-heure. Dans la première là, demi-heure. C'est comme, ça rentre en trombe. Ça commence en trombe, ce film-là. Et que dire aussi d'avoir toujours les vilains qui sont des Russes, hein? Oui, Comme dans John Wick aussi. Également comme dans John Wick. Eh bien, tu sais, oui, mais en même temps, ils sont très bien... Il y a un peu cliché là-dedans, par exemple, on va se le dire. Mais ils sont très bien interprétés. Oui, oui. C'est les méchants Russes dans je veux dire, le Un peu comme dans scénariste, d'une James bonne Bond. façon. Hein? Dans Oui. James Bond, c'est souvent des Russes, les vilains, Russes, des camarades Allemands, Popov. Mais non, mais c'est un peu souvent ça pour vrai. Ce cliché-là des films américains ou même d'action en général. Ben, c'est que ça vient rejoindre la réalité, comme c'est qui un petit peu avec qui on a des tensions en ce moment. Puis en ce moment, les Américains et les Russes, ben, tu sais, il y a une petite tension. Il y a une petite tension, effectivement. Il y a toujours une petite portée quand c'est un film américain, on le sait, un peu d'ordre patriotique. On n'a pas besoin de rappeler les Top Gun et compagnie qui en font partie même depuis déjà de nombreuses décennies. Mais je lisais, je ne sais pas si je me trompe, si tu as vu ça passer, mais que même on pourrait voir donc Hutch Mansell, donc, qui est incarné par Bob Odenkirk, à un moment donné rejoindre l'univers de John Wick. Semble-t-il qu'il pourrait se croiser dans un film éventuel. Je ne sais pas si tu as eu vent de ça. Sais-tu, tu m'apprends quelque chose, je le savais pas du tout. Puis sais-tu, ça serait une très, très bonne idée parce que, ben, en même temps, ben, l'univers marche parfaitement Oui, ensemble. c'est ça, c'est le même Mais style. Bob Odenkirk, pourquoi est-ce qu'il a voulu essayer de faire un film d'action à la fin cinquantaine? Ben, c'est parce que c'est un projet personnel pour lui d'une certaine façon parce qu'il y a eu une invasion de domicile chez lui. OK. Et la police, dans le film, dans le film, la police, tu sais, lui, il préfère comme ne rien faire pour pas comme, tu sais, Éviter dévoiler le un peu soupçon. son ancienne Exact. identité. Et là, la police dit comme, ben, tu sais, si ça avait été moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Et Bob Odenkirk s'est fait dire la même chose par la police quand ça lui est arrivé. OK, donc, comme si il aurait dû faire quelque chose. Oui, c'est ça. Mais quand ça t'arrive, t'as pas un entraînement, t'es pas préparé à toujours en te couchant. On va rentrer chez nous par infraction, puis je sais pas faire. Donc ça l'a... Ça a alimenté pour lui, ça a alimenté dans le fond, son vécu a alimenté la construction de son personnage finalement. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui lui tenait tant à cœur. Et puis si jamais John Wick, ces deux personnages-là peuvent être dans le même film, ça serait parfait parce que John Wick, là, le 4 et le 5 sont en préparation, plus une série sur le Continental, l'hôtel où tous les assassins se rencontrent. Oui. Ça va se passer dans les années 70, un prequel à John Wick. Donc, oui, il y a de la place pour Bob Odenkirk dans l'univers de John Wick, puis un Avengers de personnages à la John Wick. À la John Wick. Écoute, si John McClane pourrait embarquer là-dedans aussi, ça serait parfait. On aurait le trio parfait. Donc, ça s'appelle Nobody, au Moins que rien au Québec. Si vous voulez également regarder le tout vidéo sur demande, ce film américain d'action, Nicolas Vincent Poirier. Merci. Merci, Alex. On appelle un contrôleur. Le dernier gars que t'as envie de voir débarquer chez toi. Parce que ça veut dire qu'il te reste peu de temps à vivre. C'est notre chroniqueuse, donc mode, pour connaître toutes les tendances et aussi la forme d'art qui est le mannequinat et la mode en l'occurrence. Salut Valérie Laflamme. Salut, ça va bien? Merci d'être là, certainement. Oui, parce que être mannequin, l'art également de défiler, c'est un art en soi. Parce que aussi, il faut dire que les grands couturiers ont imaginé toutes sortes de mises en scène depuis de nombreuses années et tu veux nous en parler aujourd'hui. Et justement, commençons par Alexander McQueen, parce que tu en as plusieurs, puis je veux qu'on ait le temps de tous les présenter. Et pourquoi tu as sélectionné notamment Alexander McQueen? Donc. Parce que Alexander McQueen, c'est vraiment un pilier dans le domaine de la mode, la façon qu'il présente ses collections, et même ses collections un petit peu provocateurs, mais toujours bien fait. Donc lui, il passe des messages lors de ses défilés, surtout en 1999, où il riait un petit peu du choc des années 2000 qu'elle allait avoir, que tout le monde pensait qu'on allait être envahi par des robots, que tout allait planter. Donc lui, il a conclu son défilé avec la mannequin Shalom Arlo, qui faisait un peu du théâtre, si on veut. Elle était sur une plaque tournante avec une robe bustre blanche, et il y avait des robots qui faisaient la peinture graffiti, un peu, si on veut, avec la peinture à cacane. Donc, il riait
un peu du choc des années 2000. Elle se faisait envahir par les robots, tout en mélangeant une autre sorte d'art qui est le graffiti. Parce que, faut le dire aussi aux gens qui connaissent un peu moins ça, toi qui est là bien pour nous vulgariser, mais c'est vraiment un art de défiler, là. Les mannequins, vraiment, sont entraînés, puis en perpétuel aussi, elles, remises en question pour améliorer leur façon de défiler. Il faut le dire, ça aussi, c'est important. Exactement, parce que les directeurs artistiques, les designers, ils ont une vision. Donc, les mannequins sont là pour divulguer la vision des designers. Donc, il faut vraiment qu'ils se mettent dans un personnage. Des fois, il faut qu'ils jouent des rôles aussi lorsqu'ils défilent. Donc, des comédiennes, ni plus ni moins. Exactement, tout en ayant la bonne posture et tout, et en passant le message que les directeurs artistiques... Parce que ça a l'air facile, là. Des fois, on voit ça, là, ça a l'air bien facile. Tu fais juste mettre du linge. Non, c'est beaucoup plus complexe. C'est plus facile de juger, le voir que le faire. C'est souvent le cas aussi quand on est gérant d'estrade. Mais bon, je passe mon message juste de même. Donc, Rihanna, la chanteuse, Riri, qui, elle, d'ailleurs, a sa propre compagnie, si je comprends bien, de vêtements, c'est ça? Exactement. Elle avait sa compagnie de haute couture Fenty, qu'elle a laissé un peu de côté présentement. Elle a sorti aussi, elle a mis plus de l'avant une ligne de lingerie qui s'appelle Savage Fenty. Elle a également une ligne de maquillage Fenty Beauty et de produits pour la peau Fenty Skin. Donc, c'est vraiment la gamme complète. On peut en retrouver pour tous les goûts. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui de Savage Fenty, qui est la ligne de lingerie qu'elle a mis de l'avant, en fait, pour encourager la diversité culturelle et corporelle. Hein? Exactement. Donc, sa lingerie, on en trouve des couleurs nude et des couleurs peau pour toutes les gammes. Donc, de teintes, parce qu'habituellement, on retrouvait juste le beige simple. Maintenant, on en a vraiment pour tous les teintes. Et les couleurs, donc, la peau, est-ce qu'il y a je sais pas, une volonté précise avec ça? Je veux dire, est-ce que c'est devenu tendance aussi? C'est plus pour l'inclusion aussi de la diversité, parce que, comme que je vous ai dit un peu auparavant, on trouvait vraiment le beige, blanc, naturel. Par contre, pour des femmes noires, c'est difficile de trouver un soutien-gorge qui paraissait pas en dessous nécessairement d'un chemisier blanc. Donc, elle, la façon qu'elle présente ses défilés, c'est vraiment sous forme de spectacle. Il y a des chanteurs, des danseurs, de la musique, exactement. On est vraiment dans un voyage artistique, dans son voyage artistique personnel, en fait. Puis, elle a un peu mis ça de l'avant, un peu en réponse à Victoria's Secret, qui avait vraiment tout le temps le même type de mannequin uniforme, pas beaucoup de diversité. Blanche, par exemple. Exactement, pas de diversité corporelle ni culturelle. Donc, elle avait été appelée en 2015 pour faire une performance qu'elle a refusée, parce que, justement, ça n'allait pas avec ses valeurs. Donc, elle prise vraiment les standards de beauté que la société nous a comme un peu imposés depuis plusieurs années. Très intéressant, surtout que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Louis Vuitton, évidemment, la compagnie très célèbre des designers. Parce que j'ai vu la vidéo, un passage de la vidéo. C'est assez incroyable, cette vidéo-là. Explique-nous les images qu'on voit à l'instant à l'écran, mais... En fait, cette collection-là est présentée en tant que présentation artistique multidisciplinaire. Donc, on commence avec la poésie, ensuite on a la danse et une performance musicale qui dénonce vraiment les confrontations physiques et psychologiques qu'un Afro-Américain vit au quotidien et lorsqu'il voyage. Donc, encore la diversité culturelle. Exactement. Donc, on va vraiment souligner le racisme systémique, tout ce qui se passe présentement dans le monde, aux États-Unis plus précisément. Donc, le directeur artistique de Louis Vuitton, c'est Virgil Abloh, qui est aussi le fondateur de la marque de vêtements Off-White. Donc, il fait vraiment passer des messages à chaque année. Lui, c'est son but d'apporter des messages lors de ses collections. Bien, on peut voir, entre autres, là, puis je fais rapidement une parenthèse, mais récemment, aux Oscars, dans les catégories principales, on a vu plus de femmes et plus de personnes, justement, d'autres origines. Ça fait depuis 2015-2014 qu'il y avait un mouvement de masse aux États-Unis là, qui était mis de l'avant. Alors, comme quoi, des fois, ça prend quelques années, ça prend quelques temps, mais ça peut changer. Oui. Espérons que ce soit le cas dans le domaine de la mode et que ça se poursuive. Et puis, une compagnie montréalaise que je ne connaissais pas, Trois Paradis, si tu peux m'en dire davantage, parce que je pense que c'est international, là, leur portée. Oui, c'est de Montréal, mais c'est vraiment de plus en plus connu sur la scène internationale. On trouve des artistes comme Billie Eilish qui le portent, la mannequin Gigi Hadid, qui est une des mannequins les plus reconnues en ce moment dans le monde. Donc, ils sont vraiment en grande expansion sur la scène internationale. C'est des vêtements finement travaillés haut de gamme, principalement pour hommes, mais c'est quand même unisexe. Il y a beaucoup de femmes qui le portent.
c'est vraiment influencé par la culture populaire et la mode de rue. Puis on peut décrire un peu leur esthétique de chic et poétique. Donc vraiment, leur volonté, c'est de combiner des idées un peu plus intellectuelles avec des créations plus artistiques pour faire un mariage un peu improbable entre deux réalités que visuellement, c'est un peu paradoxal, si on veut. Donc, tu sais, l'intellectuel avec le monde artistique, ensemble, ça fait un très, très beau mariage que nous démontrent Trois Paradis. Puis leur symbole à Trois Paradis, c'est la colombe, qui est vraiment un symbole de message d'espoir, de liberté, de paix, d'unisson, qu'on a quand même vraiment besoin en ce moment avec la pandémie. Donc, la colombe se retrouve sur la plupart de leurs designs. Puis, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que toute leur nouvelle collection est présentée sous forme de mini-clips, mini-vidéos de danse. Donc, on sait que la danse, c'est vraiment un art qui est là pour être rassemblé. C'est un art aussi libre. Oui. Donc, poétique, c'est de la grâce aussi, exactement. En quelque sorte. Donc... Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est une compagnie de Montréal, donc ils encouragent vraiment la scène d'ici. Donc, tous les danseurs, les mannequins, c'est des gens de Montréal. Ah, c'est intéressant. Puis ça, est-ce que pour cette... compagnie-là, cette collection-là, par exemple, qu'ils ont différentes collections, est-ce que c'est possible de les acheter en ligne, par exemple? Exactement. On peut les acheter sur leur site Internet. Donc, c'est site transactionnel pour être au courant de leurs effets et gestes. Bien, un grand plaisir. Merci d'être venu nous en parler. Puis, au cours des prochaines semaines, évidemment, avec le temps chaud, on avait parlé un petit peu du linge ample. Oui, dans la première chronique. Oui, la première chronique. J'ai vu apparaître des bas dans les sandales. Oui. Comme quoi, on va continuer de suivre tes recommandations parce que tu es très in, parce qu'on n'en voit que ça ces jours-ci avec le temps chaud qui abonde. Alors, Valérie Laflamme, merci beaucoup d'être passée nous en parler. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. Évidemment, si vous voulez réagir, commenter, nous acheminer des sujets d'intérêt pour vous dans votre secteur de la ville de Laval, on est attentif et à l'écoute sur, entre autres, le tvrl.ca, sur notre page Facebook en tout temps. Vous pouvez le faire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je remercie Manon qui est à la recherche, Daniel et Daniel qui sont aux caméras et bien sûr aussi Alain à la réalisation. Ne manquez pas, comme tous les dimanches, 9h30, notre bingo qui est de cette semaine d'ailleurs, 4 000 $ pour ce qui est du gros montant à remporter, 3 000 $, la carte pleine. Est-ce que vous avez votre carte? C'est une très bonne question qui pourrait être d'ailleurs, qui pourrait vous rapporter gros si vous les avez, ces cartes. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt.